Bonjour Mathilde Boulachin, Bonjour Marie-Claire. bienvenue sur ce plateau. Alors Mathilde, il faut dire qu'en fait nous avions programmé votre venue à la mi-2025, puis après il y a eu un rendez-vous business qui vous avait fait décaler, mais je pense que quand même il y avait un sens du timing absolument parfait, puisque de fait vous intervenez donc ici en janvier, donc Dry January, on sait ce que c'est. Donc finalement, c'est très bon pour votre business. Voilà. C'est d'actualité, c'est vrai, c'est une très bonne amorce. Voilà. Donc, alors, ceci dit, pour être plus sérieux, bien qu'on puisse s'amuser en étant sérieux toujours, bon, ce que je peux dire sans hésiter, c'est que vous êtes une vraie pionnière, hein, puisque, en fait, vous avez lancé votre négoce de vin et d'effervescence sans alcool en 2010, c'est-à-dire à une époque où on n'en parlait pas du tout. Absolument pas. Absolument pas. Bon, bref. Alors, racontez-nous le début, c'est-à-dire l'avant Chavin, donc ce que vous avez fait pour situer un petit peu quand même votre parcours, et puis après ce déclic, comment vous l'avez eu, pourquoi? Alors, je crée la maison Chavin en 2010. Avant ça, la seule expérience professionnelle que j'ai, c'est en Suède. Donc, je suis plutôt une citoyenne du monde. Je reviens en France avec une idée simple, c'est de dépoussiérer les codes du vin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne ne m'attendait dans l'univers du vin, pas de château, je ne suis pas la troisième génération, vignoble amorti. Bref, il fallait faire quelque chose que j'appelle l'art de la différence, à savoir se différencier. Et très vite, je tombe enceinte de ma première fille. Et là, je me dis, la champenoise que je suis va avoir Parce que vous étiez quand même champenoise. Oui, je suis Donc, il y avait champenoise. quand même quelque chose au départ. Ah oui, il y a il y a une effervescence certaine. La champenoise que je suis se dit, eh bien, il va falloir faire différemment. Qu'est-ce qu'il existait sur les marchés à l'époque? Pas grand-chose. On l'a dit en préambule. Donc, je me suis interrogée sur comment désalcooliser le vin et comment proposer à ces femmes une offre désalcoolisée, sans éthanol, mais qui procure cette festivité et qui soit une extension naturelle du vin. Oui, parce qu'en fait, la démarche, qui est très entrepreneuriale, puisque finalement, ça partait d'un besoin personnel, puisque c'était alors que vous étiez enceinte et que vous ne vouliez pas boire d'alcool, vous m'avez dit que vous regrettiez de ne pas pouvoir trinquer avec vos amis, etc. Et donc, vous vous êtes dit, j'ai un besoin, je n'ai pas la réponse, je vais la créer. C'est un petit peu ça quand même. Alors, c'est la demande, l'analyse de la demande part effectivement généralement d'un besoin qui soit pour soi-même ou autrui. Et puis, écoutez, par capillarité, on se dit que finalement, oui, il y a les femmes enceintes, il y a les femmes allaitantes, il y a les populations seniors, il y a différents contextes éthiques, ethniques et autres. Aujourd'hui, on a des restrictions quand il s'agit de boire ou conduire, etc., etc. Donc, mis bout à bout, ça a commencé à représenter une mosaïque potentielle de consommateurs qui forment un tout. Et de là naît toute l'histoire. Et d'être pionnière dans l'univers. Une belle histoire qu'on va détailler un petit peu plus. Alors, finalement, finalement, le succès a été assez rapide, me semble-t-il, hein, puisqu'on s'est rencontrés en 2016. Vous étiez déjà lauréate de la plus belle croissance dans les entreprises du Women Equity. Mais quelles ont été les étapes? Parce que quand même, vous démarrez, vous avez 5 000 € en poche, du moins c'est ce que j'ai lu. Bon, peut-être qu'il y avait plus à côté, mais c'était ça. Vrai, oui, vous pouvez le vérifier au greffe. Quelles ont été les étapes, en fait? Alors, les étapes... donc déjà, on part du vin, du vin avec alcool. Puis arrive cette idée folle, mais qui est, somme toute, une offre de dépoussiérage, comme il pourrait exister d'autres innovations. Et puis, la création de la première gamme. Partir à l'étranger, donc ça c'était très important d'aller sur l'international pour des questions d'ouverture d'esprit, pour des questions de tout simplement de demande qui n'étaient pas celles que l'on a sur le marché français ou que l'on avait puisque les choses ont changé. Et puis, premier pays, second pays, troisième pays, et petit à petit, évidemment, il y a une envolée qui commence à se faire. Vous nous racontez ça comme si c'était très facile, très simple, ce qui est formidable d'ailleurs. Mais... Dans l'entrepreneuriat, il n'y a jamais de simplicité. Et il y a toujours un devoir de se relever parce que... on se plante pas mal de fois. Ça n'a pas dû être... Voilà, non mais j'insiste là-dessus, on le sait bien, dans le monde économique, on sait tout ça, mais c'est intéressant parce que ça montre, parce que ceux et celles qui nous écoutent, c'est aussi pour leur montrer qu'il y a
qu'on peut tout à fait réussir, puis leur donner envie. Donc, de ce fait, bon, c'est vrai qu'il y a des moments plus difficiles que d'autres, et c'est intéressant de valoriser absolument toutes les étapes pour montrer que oui, ok, il faut se lever le matin, il faut y aller, il faut... Ah oui, il faut se lever. Au départ, il n'y a pas de vacances. Bah oui, c'est ça. Le salaire, il est pas inouï non plus. Donc, il y a évidemment quelques concessions à faire. Par contre, c'est une formidable aventure. Ouais. C'est mis bout à bout. Je pense qu'il y a beaucoup plus, évidemment, de choses positives. Bien sûr. À acquérir que de négatifs et il faut et on génère tout un enseignement, donc la capacité, l'art de se relever quand on tombe et vite, et puis évidemment l'apprentissage, donc on apprend tout le temps. Bien sûr. Et là, vous m'avez dit que comme au départ, vous aviez plutôt fait des études marketing, commercial, etc. Vous m'avez dit que vous avez passé un diplôme justement en œnologie pour pouvoir vous remettre, ou d'équivalence, pour pouvoir vous mettre à niveau dans le domaine en question. Donc, alors c'est effectivement un master spécialisé dans les vins et spiritueux. Et oui, pour faire ce métier, il fallait avoir une forme d'expertise, savoir de quoi on parle. Et donc vous êtes remise aux études. Je suis retournée sur les bancs de l'école pour pouvoir apprendre. Et je continue d'apprendre, puisqu'on ne pilote pas une société qui naît de rien, de zéro. J'aime le chiffre zéro. Zéro, oui, bien sûr. Pour vous, c'est tout un symbole. C'est tout un symbole. Donc, piloter une société qui part de zéro, et une société qui a passé la barre des 15 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus de 20 collaborateurs, c'est pas le même enjeu. Et il faut savoir maîtriser ça. Donc, pour moi, ça passe par un apprentissage et le dirigeant a un devoir d'apprendre et de se remettre en question. Alors justement, présentez-nous véritablement, vous avez parlé des 15 millions de chiffre d'affaires et l'équipe, présentez-nous la maison Chavin, donc les principaux chiffres, les implantations, à quel endroit vous exportez, le pourcentage d'export, etc. Donnez-nous la carte d'identité du groupe. Donc aujourd'hui, 15 ans plus tard, la maison Chavin, c'est une vingtaine de collaborateurs, 16 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. On a franchi la porte de 60 pays, 90% à l'international. On rayonne on dérisque beaucoup puisqu'on est présent à la fois en Asie, en Europe et sur le continent nord-américain. On est historiquement présent dans le secteur traditionnel, CHR, mais aujourd'hui en France, on arrive également en GMS, dans le digital. Donc, vous nous retrouverez de la restauration étoilée, ici sur Paris, la grande épicerie, Maison Plisson, dans la restauration, des grossistes comme la Maison Richard, France Boisson, Métro, et j'en passe, c'est des meilleurs. Oui, très diversifié aujourd'hui. Très diversifié. Exactement. Et au niveau pays, donc vous dites plus de 60 pays, votre premier pays ? Alors, la Suède, puisque j'ai une petite appétence particulière pour ce pays, et le Japon. Le Japon, d'accord. Et après, ça se répartit à peu près... Finalement, la France, c'est que 10%. La France, c'est que 10%, mais elle a un pourcentage de croissance qui est assez fort. J'avoue que l'ouverture des chakras sur le marché français était plutôt tardif. Par contre, on est en train de récupérer le retard. Et la France fait partie du top 10 des pays consommateurs de vin sans alcool au monde. D'accord, malgré tout. Alors justement, expliquez-nous précisément, parce que souvent on pose la question, les différentes étapes qui se déroulent entre le moment où vous achetez vos raisins, parce que je rappelle que vous n'avez pas de vigne, donc vous allez nous parler de ça, du choix, etc. Vous achetez vos raisins au moment où le consommateur peut déguster vos produits. Les étapes de traitement et à quel endroit ça se passe pour bien comprendre la chaîne. Oui. Alors, nous, notre travail, c'est déjà de sélectionner nos raisins, de les assembler, les vinifier. Attention, ce sont des vins avec alcool à l'origine. Et d'imaginer le résultat après désalcoolisation. Donc, on utilise une distillation sous vide à basse température pour retirer l'éthanol. Donc, un premier passage où on récupère la partie aromatique. Le second passage où on enlève l'éthanol pour récupérer à la fin un vin qui est désalcoolisé, où on a été chercher toute la complexité en amont de la désalcoolisation.
Ce qui veut dire que vous avez une équipe d'œnologues. On parle d'œnologues ou pas? Ah oui, bien sûr. Oui, voilà, c'est ça. Ils sont avant toute chose œnologues. Oui. Ils ont également une appétence pour l'agronomie. Oui. Et puis une ouverture d'esprit, puisque je rappelle que dans l'œnologie actuelle, on n'a pas de cours particuliers ou de littérature sur la désalcoolisation. Donc ça a été tout un chemin à parcourir pour... Et d'où l'expérience et l'échec qui fait partie de l'apprentissage. Et alors, un chiffre qui m'a impressionné quand on a parlé avant cette émission ensemble, vous me dites qu'entre le moment où vous achetez le raisin et le moment où vous allez pouvoir livrer, il y a un temps très court. Oui. Combien? Alors, en 24 heures, on désalcoolise, on embouteille. Pourquoi? Parce que... Mais 2 mois au total, vous m'aviez dit, entre la excusez-moi, commande. Oui, la commande. Mais déjà, 2 mois, ça me paraît tellement court. J'ai compris que c'était entre le moment où on désalcoolise et le moment où on embouteille. Oui, on a des délais d'élaboration de 2 mois, mais on peut faire plus court si on le souhaite. D'accord. Mais on tente on travaille beaucoup en flux tendu. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'on doit adapter nos habillages en fonction des réglementations. Donc, comme on pénètre plusieurs dizaines de pays, bien sûr. On a une adaptation réglementaire sur chacun d'entre eux. Mm. Mais donc, ça veut dire que vous travaillez, j'essaie d'être vraiment dans le détail concret, vous travaillez avec des vignerons, donc, c'est ça? Alors, donc, vous avez déjà votre portefeuille, entre guillemets, de vignerons, et vous avez choisi des raisins On choisit nos matières. C'est ça. On choisit nos matières avec un potentiel. Oui. C'est-à-dire que la désalcoolisation concentre l'acidité, concentre les tanins. Donc, tout notre travail va être d'imaginer ce que ce sera après et d'apporter toute la complexité. Bâtonnage, boisage... Donc, tout se fait en amont. Parce qu'il n'y a pas d'additif, il n'y a pas d'ajout ni de sucre ni de quoi que ce soit. Alors, effectivement, donc on appartient à la catégorie vin. Donc, nous avons l'interdiction d'ajouter quoi que ce soit sur les vins désalcoolisés en dénomination vin de France. D'accord. Et en revanche, après, on n'a pas évoqué les produits. Voilà, il y a d'autres formulations, il y a d'autres manières de faire. Là, on n'appartient plus à la catégorie vin, mais à la catégorie boisson. Oui. Et là, on peut être à la fois sur des vins désalcoolisés dans lesquels on peut ajouter des arômes naturels ou sur des boissons prêtes à consommer, des boissons non fermentées. Donc, il y a plusieurs manières d'élaborer des boissons sans alcool. Donc aujourd'hui, vous avez une gamme qui comprend du rouge, du rosé. Enfin, c'est quoi la gamme? C'est quoi exactement? Oui. Alors, ce qu'on appelle les vins tranquilles, sans alcool. Ouais. Donc oui, en blanc, rosé et rouge, mais également en effervescent et en effervescent rosé. D'accord. Et vous faites aussi des produits un peu cocktail, mélange. Exactement. Donc par exemple, l'été dernier, nous avons utilisé nos chardonnays effervescents sans alcool, bulles, donc avec... en version spritz. Et ça a très bien fonctionné. Donc, quand vous avez dans un verre ballon une jolie couleur orange, impossible de savoir si c'est avec ou sans alcool. Bien sûr. Et donc, en plus, l'apparence est tout à fait préservée. Donc, alors, bon, on voit bien que ce marché, il est encore petit, bien évidemment. Enfin, il est très prometteur. On en parle de plus en plus et de façon, d'ailleurs, très récente. D'ailleurs, on voit des grands noms, du Bordelais, Sauternes notamment. Enfin, on voit des groupes comme Castel qui s'y intéressent et qui investissent, puisque c'est des investissements assez lourds. Quand vous n'êtes pas propriétaire de la partie usine ni quoi que ce soit. En fait, vous sous-traitez systématiquement. Vous avez votre... Alors, avec 5 000 € en poche, ça aurait été un petit peu compliqué d'y injecter 10 millions dans une... Et puis, au-delà de ça... ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est d'utiliser toujours les dernières technologies de désalcoolisation ou les derniers procédés. Ça évolue très vite. Donc il faut garder cette agilité pour aller chercher... Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la qualité, l'expérience client. Oui. Et pour aller chercher les dernières innovations, il ne faut surtout pas se charger de lourds investissements et de lourds amortissements. Donc cette agilité, elle est voulue sur un plan recherche et développement. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que vraiment quand vous parlez de vos produits, donc, vous les présentez vraiment pas du tout en concurrence avec l'alcool, mais au contraire en complémentarité. Donc de ce fait, comment vous voyez l'évolution de cette consommation
Alors, quel est le type de produit qui va prendre éventuellement plus, d'après vous, d'importance? Les publics s'élargissent. Parlez-nous un petit peu de ça. Alors, il y a un phénomène que l'on appelle la modération. Oui. On assiste aujourd'hui en France et ailleurs dans le monde à une déconsommation du vin. On modère pour des questions de bien-être, on joue la carte santé. Et tantôt on boit pas. Donc, il y a une recrudescence de ce qu'on appelle le flexi-drinking. Oui, le flexi, oui. Voilà. Donc, pour moi, c'est une tendance qui va continuer. On va continuer dans ce sens, puisque suite au Covid, on a tous compris qu'on était mortels et qu'il fallait accorder une part significative, en tout cas une attention particulière à la nutrition, à ce qu'on consomme, à ce que l'on boit. Donc cette déconsommation, je pense qu'elle est structurelle et elle continue graduellement. Donc ce que je cherche à faire avec mes équipes, c'est vraiment proposer une alternative qui soit complexe, qui soit élaborée avec soin, avec un savoir-faire, qui apporte des bienfaits mais sans éthanol et qui, dans un moment où vous ne voulez pas, vous êtes dans un pot d'entreprise, vous êtes au restaurant mais vous devez conduire derrière, eh bien c'est une alternative, une proposition autre que l'eau, autre que le soda et qui a tout son intérêt et son sens. Bien sûr. Alors pour terminer en quelque sorte, vous avez appelé votre entreprise au départ Maison Pierre Chavin. Pourquoi pas Mathilde Boulachin? Alors écoutez, je pense qu'il y a 15 ans, faire du vin sans alcool, être femme, une trentaine d'années, et en plus appeler le nom de la maison par son nom et son prénom, ça aurait été particulièrement ambitieux. Donc je me suis cachée derrière un nom qui n'existe pas. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, eh bien, je pense qu'on n'a plus besoin de Pierre, donc c'est devenu Chavin. Chavin, mais pas Boulachin, parce que là, le nom maintenant... Et voilà, le nom est créé et c'est devenu une marque qui est identifiable à l'international. Écoutez, merci beaucoup pour ce témoignage, parce que comme vous venez de le dire, c'est vrai qu'au départ, quand même, être jeune, ne pas être du métier, lancer quelque chose d'innovant, être une femme, oui, ça marche. C'est possible. Tout est possible. Donc on le démontre encore une fois. Merci beaucoup Mathilde pour tout ça. Merci. Bon, l'émission est terminée, donc je vous donne rendez-vous le mois prochain comme d'habitude. Vous pouvez retrouver néanmoins toutes les émissions et tous les interviews, plus de 100 aujourd'hui, sur bien sûr Bismart, Smart Woman ou sur toutes les plateformes de streaming. Voilà, donc bonne écoute et puis puisqu'il en est encore temps, très bonne année à toutes et tous. Merci.